C'est le 39e jour de la guerre en Iran. À ce stade, j'ai prononcé bien plus de 100 000 mots sur le sujet. Pourtant, nous n'avons pas longuement discuté des attaques militantes menées par des acteurs non étatiques. En Iran, aucun groupe militant n'a ouvert de front de guérilla pendant la guerre. À notre connaissance, aucun groupe militant n'a attaqué le gouvernement. Quelque chose de similaire se passe aussi en dehors de l'Iran, et c'est là-dessus que nous allons nous attarder aujourd'hui. Aucun groupe militant n'a attaqué les États-Unis. Le plus que nous ayons observé, ce sont quelques incidents impliquant des loups solitaires, souvent avec des liens ténus avec l'Iran. Oui, cela est préoccupant, mais ce n'est pas du même niveau qu'une action organisée par un réseau avec plusieurs cellules. Il y a eu un groupe chiite en Irak qui a enlevé une journaliste américaine nommée Shelley Kittelson, mais cela semble déconnecté du processus et, en conséquence, a reçu relativement peu de couverture médiatique. En fait, les actions qui se rapprochent le plus de véritables actions menées par un groupe militant sont l'ouverture d'un front par Israël contre le Hezbollah, les Houthis du Yémen qui essaient de rappeler au monde qu'ils existent toujours, et un groupe émergent potentiel qui frappe divers pays européens. L'affaire du Hezbollah ne compte pas vraiment car elle était déjà en cours au début de la guerre en Iran. L'affaire des Houthis a mis du temps à émerger et est restée assez discrète. L'Europe reste l'Europe, ce qui rend la situation d'autant plus étrange puisque le continent tente de rester hors de la guerre. Avec de la colère de chaque côté de l'équation, l'absence de quelque chose de plus sérieux de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de Donald Trump, pourrait surprendre un peu. Oui, les gouvernements arabes ne semblent pas pressés de mettre fin à la guerre. Et il est difficile de mesurer l'opinion publique dans ces pays concernés, mais il y a beaucoup de citoyens ordinaires dans la région qui sont en colère contre les États-Unis et Israël. De plus, il ne faut pas une majorité pour causer un problème, seulement quelques personnes très motivées. Vous vous souvenez peut-être que les groupes militants ont un modèle économique pervers. Le fait de commettre des attaques attire davantage de soutien à leur organisation, en argent comme en effectif. Parfois, ce soutien provient de gouvernements, comme le gouvernement iranien qui a développé tout un axe de résistance. Et donc, avec une montée de la demande latente pour soutenir une résistance semi-formalisée, on peut s'attendre à une augmentation correspondante de la résistance semi-formalisée. Le plus souvent, c'est totalement silencieux. Alors aujourd'hui, essayons de résoudre cette énigme, alors que nous mettons les choses en marche pour rompre ce silence. Nous allons commencer par ce que les Houthis ont fait, ou n'ont pas fait, car la réponse est plus claire de ce côté-là. Ensuite, nous aborderons le cas plus étrange de la situation en Europe. Ensuite, nous traiterons une situation politique étrange aux États-Unis. Et enfin, je vais émettre des hypothèses sur ce que l'Iran pourrait penser de tout cela. Mais allons voir du côté des Houthis. Il y a moins d'un an, les États-Unis bombardèrent le groupe en représailles à leurs attaques contre la navigation en mer Rouge. Eh bien, les Houthis sont de retour, lançant des missiles sur Israël et menaçant de fermer le détroit. Pas celui-là. Pourquoi le concepteur a-t-il mis 2 points d'étranglement clés côte à côte sur cette carte? Bien que les actions actuelles des Houthis soient une réponse aux frappes d'Israël contre le Hezbollah, la fermeture précédente du détroit de Bab el-Mandeb était une réaction à la guerre de Gaza. Et les Houthis ont effectivement renforcé leur réputation à la suite de cette campagne. C'est ici que je donnerai des chiffres pour appuyer cette affirmation. Les Houthis ne communiquant pas de chiffres sur le recrutement ou les fonds, il faut donc se fier à l'impression générale. Pour en revenir à aujourd'hui, la raison pour laquelle les Houthis ont mis autant de temps à agir et qu'ils n'ont toujours pas fait grand-chose, c'est parce qu'ils n'ont plus accès à leur principal soutien. Ils ont tenu 2 mois durant l'opération Roughrider grâce au ravitaillement venu d'Iran. Aujourd'hui cependant, l'Iran n'est plus en mesure d'offrir le même soutien. Le gouvernement a déjà fort à faire avec les États-Unis. L'impératif pour les Houthis en ce moment est de conserver leurs munitions afin de dissuader les États-Unis ou Israël de tenter des actions trop audacieuses. Les missiles lancés sur Israël ont replacé les Houthis au centre de l'attention, la preuve en ce moment même. Il serait surprenant que plus d'événements s'y produisent. Mais bon sang, cela aurait des conséquences importantes. Le détroit d'Ormuz étant bloqué, l'Arabie saoudite transporte une partie du pétrole par oléoduc vers la mer Rouge pour l'exporter. Si le détroit de Bab el-Mandeb est également bloqué, le pétrole saoudien devra passer par le canal de Suez et faire tout le tour de l'Afrique pour acheminer quoi que ce soit vers l'Asie. En fait, cette discussion sert de réponse partielle à l'énigme que le reste de cette vidéo examine.
La guerre a peut-être renforcé le soutien public aux groupes militants pour agir. Mais si cette augmentation est plus que compensée par la perte du soutien fiable de l'Iran, alors le reste de l'histoire est purement théorique, et les États-Unis ainsi qu'Israël ont atteint l'un de leurs principaux objectifs du conflit. L'autre aspect, c'est qu'il y a eu une activité plus sérieuse, mais le groupe n'a été actif qu'en Europe. Cette histoire s'est allée facile à manquer si l'on vit aux États-Unis, a pourtant de grandes implications pour ceux de l'autre côté de l'Atlantique. Prenons un instant pour parcourir le continent. Le 9 mars, c'était une synagogue à Liège, en Belgique. Le 13 mars, c'était une autre synagogue à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le 16 mars, un engin explosif improvisé a explosé à Amsterdam, apparemment visant BNI Mellon. Le 23 mars, ce sont des ambulances gérées par des bénévoles juifs à Londres, en Angleterre. Le 24 mars, c'est une voiture qui a été incendiée à Anvers, en Belgique. Le 28 mars, c'est une attaque déjouée contre une agence de la Bank of America à Paris, en France. L'organisation derrière ces attaques ? Probablement Yeshab Al-Yamin, qui a soit revendiqué chacune de ces attaques, soit est soupçonné d'en être l'auteur. Le groupe est essentiellement apparu de nulle part en mars, apparemment dans le but d'attirer l'attention du public à un moment de tension. Personne ne sait vraiment qui se cache derrière l'organisation. Des responsables israéliens et européens pensent qu'il pourrait simplement s'agir de l'Iran qui se rebaptise afin de préserver un déni plausible. En dehors du simple fait que le groupe existe, il y a 2 points importants à soulever ici. Premièrement, l'Europe n'a guère agi, hormis quelques mesures policières. Dans ce modèle qui considère les attaques comme des campagnes de collecte de fonds, ce n'est pas une bonne stratégie. Le compromis auquel un groupe est resté confronté, c'est que les attaques servent de publicité, mais elles ont l'inconvénient de provoquer une réaction de la cible, ce qui pourrait finalement laisser le groupe dans une situation pire. Si vous attaquez sans réaction, vous diffusez votre publicité perverse sans risque de représailles. Cela rend la cible encore plus attrayante pour les prochaines attaques. Je sais que l'Europe considère l'opération liée à l'Iran comme n'étant pas sa guerre. C'est compréhensible étant donné que les pays européens ne l'ont pas déclenchée et que les États-Unis les ont à peine consultés lors de la préparation. Mais des attaques continues de l'Iran malgré cela finiront par faire de ce conflit la guerre de l'Europe, d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, ce sont des attaques armées dans la zone de l'Atlantique Nord. À un moment donné, quelqu'un pourrait soulever la question de l'article 5, ce qui ressemble à la touche de chaos parfaite dans un dimanche déjà bien agité de cette année en politique de l'OTAN. De retour aux États-Unis, les choses ont été relativement calmes jusqu'à présent. Ici, les mots-clés sont « jusqu'à présent », car les groupes militants ne sont pas toujours prêts à attaquer du jour au lendemain, surtout lorsqu'ils doivent peut-être organiser des opérations de l'autre côté de l'Atlantique. Petit rappel subtil, les États-Unis ont radicalisé certains individus au Moyen-Orient en installant des bases pendant la guerre du Golfe, mais il a fallu 10 ans aux États-Unis pour vraiment s'en rendre compte, même si ce groupe était actif entre-temps. Ne vous reposez pas sur vos lauriers parce qu'il n'y a pas eu d'incident grave depuis plus d'1 mois. Il reste néanmoins de nombreuses vulnérabilités à court terme dont les États-Unis doivent s'inquiéter. L'Iran a en quelque sorte donné au monde un mode d'emploi en attaquant à plusieurs reprises l'ambassade des États-Unis en Irak. En particulier, cet incident où un drone est resté assez longtemps au-dessus du site pour offrir à tous une excellente visite en ligne du complexe. Gardez à l'esprit que l'Irak est censé être plus fortifié que la plupart des endroits, donc si c'est possible là-bas, c'est possible presque partout. Nous avons également longuement discuté de tous les risques de sécurité juste de l'autre côté de la frontière avec le Mexique, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais nous devrions au moins être conscients de la possibilité que le gouvernement iranien survive à cette guerre et commence à reconstituer ses stocks. On peut se demander si un cartel mexicain collaborerait avec l'Iran si les perspectives financières sont bonnes. Au-delà de ces éléments simples, il y a ici une histoire de politique intérieure plus complexe qui mérite d'être explorée. Pendant 1 mois et demi, l'administration de la sécurité des transports avait été privée de financement fédéral. Les démocrates du Congrès ont tenté d'empêcher l'ICE de paralyser la vie quotidienne normale dans de nombreuses grandes villes américaines. L'ICE dépend du département de la sécurité intérieure, donc les démocrates ont déclenché une fermeture partielle du gouvernement uniquement pour ce département. Les conséquences ont été intéressantes. Les agents de la TSA, dépendant aussi du département de la sécurité intérieure, n'ont pas reçu plusieurs PES. Ils se sont alors absentés du travail, provoquant de longues files d'attente dans les aéroports.
Et on aime tous certaines lignes, mais pas celle-là. Pendant ce temps, l'ICE a continué normalement. Ils dépendent peut-être aussi du département de la sécurité intérieure non financé, mais une précédente loi de finances leur avait garanti un budget pour l'avenir. Cela a créé une situation étrange où l'administration Trump a affecté des agents de l'ICE à la sécurité des aéroports, ce qui a eu peu d'impact concret car ils ne sont pas formés pour ces postes. Voici comment fonctionnent les fermetures du gouvernement. Le parti minoritaire vise quelque chose, voire tout, sans lien avec l'objectif initial pour forcer une action sur ce point précis. Il s'agit d'imposer de nouvelles restrictions aux agents de l'ICE. Mais il y avait un risque politique évident avec cette stratégie en particulier. Actuellement, les démocrates semblent bien placés pour faire d'importants gains aux élections de mi-mandat en novembre. Une des rares choses pouvant vraiment changer la donne serait une attaque contre le secteur de l'aviation. Les pubs politiques s'écrivent toutes seules. Les démocrates refusant de financer la TSA, et maintenant, 100 personnes sont mortes. Maintenant, je comprends que, personnellement, vous ne ressentez peut-être pas cela, et de plus, vous pourriez finalement blâmer Trump d'avoir créé les conditions pour une telle attaque. Mais cette publicité n'est pas pour vous. Elle cible les électeurs indépendants, habituellement républicains, préoccupés par ce type de problème. Et elle sera efficace. Les agents de la TSA ont recommencé à être payés le 30 mars grâce à un décret de Donald Trump que les tribunaux devront bientôt examiner. Mais cela reste un sujet de débat au Congrès, et je ne suis pas sûr que les démocrates du Congrès prennent pleinement conscience du risque ici. Enfin, réfléchissons brièvement à la motivation actuelle de l'Iran pour encourager des attaques aux États-Unis. La semaine dernière, un thème récurrent a été que cette guerre se livre presque exclusivement dans le portefeuille des Américains plutôt que sur le champ de bataille. Téhéran veut surtout faire monter les prix à la pompe, espérant que les Américains incitent bien Trump à quitter l'Iran. D'où l'option nucléaire sans recours au nucléaire de fermer le détroit d'Ormuz et tout le plaisir qui en découle. À l'heure actuelle, je qualifierais cette stratégie de fonctionnelle, avec la réserve que fonctionner n'est pas la même chose qu'avoir fonctionné, et qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que l'une ne se transforme en l'autre. Peu importe que beaucoup d'autres bombes soient larguées entre-temps, et il se peut que nous devions trouver un autre nouveau guide suprême, en supposant que l'actuel soit encore en vie. Mon budget pour les bons hommes allumettes s'épuise. J'espère donc que tout cela finira bientôt. L'essentiel, c'est que si votre stratégie va dans la bonne direction, il serait mauvais de commencer à prendre des risques inconsidérés. Adopter une tactique à forte variance est plus judicieux quand les risques de perte sont moindres. Par conséquent, l'Iran pourrait ne pas vouloir encourager ce type d'attaque pour le moment. Trump ne bénéficie pas encore d'un effet de ralliement autour du drapeau. Comme je l'ai déjà suggéré, on peut aussi envisager qu'aucun effet de ralliement autour du drapeau n'apparaisse même si le territoire américain était touché. Mais cette stratégie pourrait se retourner contre eux si cette attente est fausse. Et la trajectoire de la guerre contre l'Iran indique que l'Iran aurait sans doute davantage intérêt à adopter une approche plus prudente. Quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui ? Les Houthis cherchent juste à rester pertinents, sans pouvoir faire davantage. L'Europe semble être le seul lieu où l'Iran ou ses relais tentent un coup. Il existe quelques vulnérabilités auxquelles les États-Unis sont confrontés, mais l'Iran joue avec le feu s'il essaie d'en exploiter une. Sérénité ici sur la chaîne principale, mais passez sur Lines on Maps Extra si vous voulez m'entendre discuter de plans de guerre dans ma version la plus déjantée. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, de partager et de vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.